Pierre-Jean Chalençon, bonjour, bonjour. Bonjour cher ami. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Eh oui, le petit déjeuner, manger notre croissant. Exactement. Et merci de me recevoir dans ce magnifique et haut lieu prestigieux, dans votre palais, le Palais Vivienne. Merci. Merci infiniment. Alors je voudrais commencer par une citation de Jacques Prévert. Dans son célèbre poème, un de ses célèbres poèmes, voilà ce qu'il souligne: je suis comme je suis fait comme ça, et c'est tout. Et vous, Pierre-Jean Chalençon, qui êtes-vous? Je pense que, après Jacques Prévert, nous n'avons rien à rajouter ou à ajouter. Ouais, je suis ce que je suis comme je suis, il n'y a rien à ajouter. Et puis, si les gens ne sont pas contents, ben c'est pareil. Voilà. Vous savez, les cons, il y en a beaucoup. Hein. On nage dans un univers de cons et de méchanceté et de jalousie. À partir de là, une fois qu'on a compris, c'est vrai. Vous savez. Mais c'est vrai qu'en cette période, j'avoue que depuis quelques années, on est quand même énormément entouré d'emmerdeurs, de jaloux, d'envieux, de minables, de ringards. Et malheureusement, les ringards et les minables et les jaloux ont quand même pris le pouvoir. C'est un peu emmerdant parce que franchement, ces gens ne méritent absolument pas les places ou les fonctions qu'ils occupent. Et ça freine énormément l'économie, la France, l'Europe. Et je vois dans l'état où nous sommes, on est quand même dans un pays en perdition. C'est un peu le Titanic juste avant de rencontrer l'iceberg. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et alors, est-ce qu'en quelques lignes, simplement, vous pouvez nous retracer votre carrière professionnelle? Simplement les grands traits. New York, Roger Prigent, Gianni Versace, Arthur en France, Napoléon, des expositions, Maître Ozna, Fontainebleau. Vous êtes un grand voyageur. Oui, un voyageur de moins en moins, mais j'aime voyager et puis passion pour la découverte des autres surtout. Oui. Pour la découverte des autres. C'est ça qui m'intéresse surtout. Qu'est-ce que l'autre? L'autre, c'est le tout. Sans l'autre, on n'est rien. Oui. Vous savez, d'être tout seul dans un palais à Versailles, un homme seul sur la planète Mars ou sur la planète Terre, il s'emmerderait, même si la planète est belle. Oui. Il faut être entouré d'amis ou de gens pour vivre. La vie, c'est la rencontre. C'est la générosité des rencontres et de l'échange. Ce qui, malheureusement, aujourd'hui, n'existe plus vraiment. Malheureusement. On est plutôt, je voyais encore ce matin, en me levant, ce garçon africain, il serait arrivé d'ailleurs que c'était pareil, qui a assassiné 3 personnes en Allemagne, enfin voilà, c'est une catastrophe. On est vraiment dans le règne de la connerie, de la débilité, quoi. On nous bassine à chaque instant de notre vie en ce moment. Soyez respectueux, toutes les religions se valent, etc. Tout ça, c'est des conneries. On commence à en avoir ras-le-bol de tous ces politiques véreux qui vivent très bien, qui ont de très bonnes situations et qui nous apprennent à fermer notre gueule. Mais fermez déjà votre gueule, messieurs les politiciens. Ça nous évitera, nous, gens du peuple, de nous faire assassiner, de nous faire égorger, de nous faire découper, décapiter. Hein, parce que les minutes de silence et les gerbes de fleurs et les sonneries aux morts, on n'en a rien à foutre, on en a marre. Quand une fois on s'est fait massacrer par un pygmée, moi je les appelle les pygmées, vous voyez. Et le jour où il y aura des catholiques blancs, blonds, aux yeux bleus, qui décapiteront, assassineront, on en parlera un peu plus. Il y a aujourd'hui un grand problème avec l'islam. Et l'islam est entouré de tarés et de débiles. Voilà, il faut le dire. C'est une religion de merde, comme l'a dit Michel Houellebecq, pardon, excusez-moi, Michel Houellebecq, etc. Moi, écoutez, je suis un ami de l'islam, j'adore l'Égypte, j'adore la Tunisie, le Maroc, etc. Mais jamais dans ma jeunesse, jamais dans la jeunesse de mes parents, de mes grands-parents, il y a eu des histoires pareilles. Je pense que malheureusement, depuis l'arrivée de Khomeini en Iran, et ce monstre, cette pieuvre qui est arrivée,
tous ces gens sont tombés totalement Oui. D'ailleurs, les premières victimes sont les musulmans. Les premières victimes de ces tarés sont les musulmans. Nous ne sommes que des victimes collatérales. Mais écoutez, on n'a rien demandé, on est chez nous, arrêtez de nous emmerder, de venir nous assassiner, nous décapiter, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter. Et le problème, c'est nos politiques qui ont fermé leur gueule, qui se sont prostitués, qui ont baissé leurs culottes, pour se faire sodomiser, si je puis dire, c'est une belle image, c'est une sorte de sodomisation politique. Pour avoir des voix, on a fermé notre gueule. Et aujourd'hui, vous voyez où nous en sommes. Et où des pauvres musulmans, des gens absolument charmants et délicieux, se font insulter par des gens qui sont... Et ça, c'est horrible, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. 99,9% de la religion musulmane sont des gens extraordinaires et merveilleux. Je suis très ami avec l'imam Chagaoui, j'ai énormément d'amis de religion musulmane, mais le problème, c'est les 0,1 ou 2% qui ont totalement vrillé. Mais ça, c'est le problème de nos politiques qui n'ont pas su être fermes. Et c'est aussi le problème des pays musulmans eux-mêmes qui ont louvoyé avec l'extrémisme. Alors, je voudrais revenir à la personne que vous êtes. Vous avez été connu avec l'affaire conclue sur France 2. Ouais, vous avez été un grand initiateur. J'étais connu Vous avant. étiez connu avant. Et maintenant, vous êtes connu, enfin, vous avez toujours été connu en tant qu'immense collectionneur de Napoléon. Comment définissez-vous le métier, si je puis m'exprimer ainsi? Qu'est-ce qu'un collectionneur pour vous? Je pense que le collectionneur, c'est quelqu'un qui cherche toujours la perfection, l'aboutissement de ses rêves, qui cherche la pièce extrême, la pièce ultime, qu'il ne trouvera jamais d'ailleurs, parce que s'il la trouve, c'est qu'il est mort. Vous savez, ça me rappelle ce film extraordinaire avec Alain Delon et Mireille Darc, L'homme pressé. J'adore ce film. Et Delon, tout au long du film, joue un collectionneur, homme d'affaires, qui lui arrive sur plein des péripéties, mais il est toujours à la recherche du Graal. Et à la fin du film, eh bien, il a le Graal. Il l'enchérit sur un vase grec ou je ne sais quoi. Pour lui, le Graal du Graal, et il meurt. Tellement qu'il est heureux, il a une crise cardiaque. C'est absolument effrayant. Mais l'image est belle. Donc voilà, je suis un peu ce collectionneur qui cherche toujours la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, je l'ai achetée, vous voyez, j'ai le portrait de l'empereur, le trône de l'empereur. Vous êtes assis sur un des fauteuils de la salle du trône des Tuileries, par Jacob, c'est un des fauteuils les plus rares au monde. Voilà, moi j'aime les pièces d'exception. Après, je n'ai pas le Graal, parce que le Graal, ce serait peut-être maintenant Fontainebleau. Mais j'ai beaucoup de mes pièces aujourd'hui qui y sont, parce que quand j'ai eu besoin d'argent, j'ai vendu. Et beaucoup de mes pièces ont été achetées par l'État, ce qui montre que je ne suis pas le zigouigoui que veut faire parler certains de nos ministres du gouvernement actuel, qui ne méritent même pas une place ou un strapontin dans un métro. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Est-ce que c'est la possession ou c'est la quête? Parce que Umberto Eco affirme: le vrai collectionneur est davantage intéressé par la quête que par la possession. Oui, il a raison. Moi, je suis un grand admirateur d'Eco. C'est un type génial qui a écrit des romans merveilleux qui ont été adaptés au cinéma d'ailleurs souvent. Et je pense qu'il a raison. Ce qui est excitant, ce n'est pas l'acquisition. Enfin, si, le moment où on acquiert, oui, est très excitant, mais ça retombe tout de suite. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Oui. Ce qui est excitant, c'est de recevoir le catalogue ou l'information, de se mettre en quête, et de faire des recherches, de se dire est-ce qu'on va l'avoir, pour quel prix on va l'avoir, est-ce qu'on en a les moyens, est-ce qu'on n'en a pas les moyens. C'est passionnant. Mais je suis d'accord avec Eco, c'est pas la possession c'est secondaire. Moi, une fois que je vais vous dire une chose, c'est assez amusant. Une fois que je possède l'objet, que je l'ai ingéré, entre guillemets, digéré, je peux le revendre sans aucun souci. Je m'en fous, je l'ai eu, je l'ai possédé. Ah oui. C'est comme un amant, c'est comme un séducteur qui va à la recherche de sa proie, en l'occurrence une très belle femme ou un très beau garçon, qui va consommer la chose, et une fois qu'il a consommé, il s'en fout un peu. Voilà. Et ben, je pense que le collectionneur, c'est un peu ça. Il m'est arrivé, j'ai revendu récemment un certain nombre de choses, suite au Covid, et puis il faut bien gérer le palais des Viennes.
Mais je les ai vendus sans aucun sourcil, en étant même ravi de les vendre. D'accord. Et quand j'ai reçu les prix, d'ailleurs, j'étais encore plus ravi. Je ne m'étais pas trompé. Mais je m'en fous totalement. Mais alors, est-ce qu'on est dans un sac d'anthropologie, devenir pour agir? Est-ce que l'art, quotidiennement, vous apprend à vous connaître? Est-ce que l'art est un miroir pour vous? Oui, bien sûr. Je pense que Et en quel sens? je pense qu'aujourd'hui, le problème du citoyen lambda, c'est qu'il ne vit plus avec de l'art. Vous savez, on parlait beaucoup d'esclavagisme, on parlait beaucoup de dépendance à son patron, au patronat, au XVIIIe siècle, l'esclavagisme, le servage, etc. Et il y a eu un moment, je pense que la période, il y a une des plus belles périodes de la civilisation actuelle, c'est le XXe siècle, le début du XXe siècle, avec justement la libéralisation, l'ouverture, etc. Et justement la création de la classe moyenne, la classe populaire, mais qui est devenue bourgeoise, la classe moyenne plus. Et puis là, aujourd'hui, on vit dans une société où justement la classe dirigeante n'a jamais été aussi riche. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Regardez, on voit des fortunes de M. Bezos, du patron de Facebook, de Bill Gates, et j'en passe, là je ne vous parle pas, mais même de François Pinault, de Bernard Arnault, c'est des fortunes qui sont devenues indécentes. Quand l'indécence franchit un cap, et tout le monde trouve ça très bien et très normal, vous savez, au lieu de manifester devant le palais Vivienne, quand on, soi-disant, on organise des dîners clandestins, on devrait plutôt aller manifester devant chez M. François Pinault, M. Bernard Arnault, qui eux sont des vrais riches, et qui comment dirais-je, manipulent des centaines, enfin, sont des esclavagismes, ce sont des rois nègres, si je puis dire. Hein, quand on a des centaines de milliers de salariés qui sont pour la plupart d'ailleurs très mal payés, c'est hallucinant d'ailleurs. Il y aurait une très belle étude à faire là-dessus, vous voyez. C'est pas le pauvre présentateur de télé qu'on va emmerder. Vous voyez que le présentateur de télé il a les mêmes problèmes que le mec qui manifeste. Oui. Et donc là, avec l'art, vous apprenez à vous connaître. Comment définissez-vous l'art? Qu'est-ce que l'art? Quelle bonne question. Eh bien, l'art, c'est ce qui est... l'art, c'est tout ce qui est abstrait. Tout ce qui n'existe pas conceptuellement. C'est-à-dire que l'artiste, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, des artistes comme Jeff Koons, comme Freud, il y a quelques années, comme Picasso. Qu'est-ce que l'art? L'art, c'est la pensée d'un homme, la folie d'un homme qu'il va essayer de conceptualiser, de réaliser en 3D. Mais l'art, c'est tout et rien. Aujourd'hui même, d'ailleurs, je me suis associé amicalement avec Louis Sarkozy pour une société d'entreprise qui va maintenant vendre des pièces en digital de l'art. Le digital, c'est encore... Il n'y a même pas de conception, c'est du virtuel, il n'y a rien de physique. Et là, je vois récemment, il y a des œuvres en art conceptuel qui se sont vendues des dizaines de millions de dollars. Ce qui est du délire absolu. Totalement délirium. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de l'art? Des dizaines de milliards, la folie de l'homme. L'homme essaie de se valoriser par rapport à ce qu'il peut posséder, par rapport aux yeux de l'autre. Et vous, en tant que collectionneur, vous définissez comme un artiste ou pas? Oui, je pense être un artiste, mais un artiste très, très classique. Je ne suis pas un artiste créateur, je suis un artiste, comment dirais-je, communicateur. C'est-à-dire d'une période, d'un style, j'essaie de le faire se développer le plus possible dans tous les pays au monde, tant des pays d'Amérique du Sud que du Maghreb, que de l'Asie, etc. Car je pense que l'art est intemporel, l'art est intercommunautaire, l'art est intergénérationnel, il dépasse toutes les religions, et c'est ça qui est passionnant. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous me faites penser à Albert Camus qui souligne que collectionner c'est être capable de vivre de son passé. Vous venez de parler de la temporalité, de l'intergénérationnel, etc. Est-ce que déjà vous vivez votre passé? Pourrions nous dire que vous êtes un passager du temps, un messager du temps, un messager de l'histoire? Oui, je pense que quand on est collectionneur, on est une sorte de messager, de porte-parole, de dépositaire d'un moment d'histoire. Après, il y a des dépositaires qui sont plus ou moins classiques, qui sont plus ou moins introvertis, ce qui n'est pas mon cas. Oui, on est des passeurs de temps. Et l'art, c'est le temps.
voyez, on nous parle cette année, on a parlé beaucoup de Napoléon, enfin, beaucoup, pas assez d'ailleurs, du bicentenaire de la mort de Napoléon. Mais Napoléon est mort il y a 200 ans, mais en fait il est toujours présent parce que des gens comme vous, comme moi, véhiculons son histoire, ses idées, son style, les manufactures, les personnages qui ont travaillé, les ouvriers, les métiers d'art qui ont travaillé. Ça c'est très important. Vous savez, quand on parle d'un homme, on parle d'une époque et on parle surtout d'une industrie. Et Napoléon, sans ses centaines, sans ses milliers de soldats ou d'artisans ou d'ingénieurs ou de passionnés, de Percier, de Fontaine, de David, de Jacob, etc., etc. Et de toutes ces petites mains, Napoléon ne serait rien aujourd'hui, un peu comme Toutankhamon, ou comment dirais-je, Ramsès II. Quand on va en Égypte, eh bien, énormément de cartels, énormément d'objets viennent de Ramsès II. Alors on sait que Ramsès II a fait à peine le 10e des objets qui sont en Égypte, mais comme il a eu l'intelligence du marketing, il a fait à chaque fois refaire les cartouches en marquant son nom. Mais c'est pas lui qui l'a fait, ce sont toutes ces petites mains, ces centaines, ces milliers d'ouvriers qui ont travaillé en son nom. Et alors vous dites... Par respect envers l'histoire. Ben c'est ça, par respect envers l'histoire. Et vous dites que l'art est intemporel. Le philosophe Saint-Augustin dit qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a un présent du passé qui se vit par la mémoire et un présent du futur. Saint-Augustin est totalement dans la réalité, je suis totalement adepte de Saint-Augustin. Et comment, alors, si l'art est intemporel, quelle est finalement la force de l'art dans le présent? Parce que là, on ramène tout au présent, finalement. En venant visiter ce magnifique palais Vivienne, nous réactualisons le passé. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le présent, c'est l'actualité. Et que l'art passé est en fait présent. Tous ces milliers de gens qui viennent quotidiennement au château de Versailles, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au château de Versailles? Ils viennent chercher un réconfort, ils viennent rechercher une sorte de base, de fondamentaux de ce qui est l'être, et ils viennent rechercher ce dont en fait, ce qui leur manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans une société très aseptisée, une société où on a perdu un peu nos repères, une société où on vit un peu comme des esclaves. Ça me fait doucement marrer quand on nous parle d'esclavagisme, d'esclavage, d'abolition de l'esclavage. Mais réveillez-vous, chers amis. 90% de la société mondiale est aujourd'hui sous esclavagisme. C'est un esclavagisme beaucoup plus sournois que l'esclavagisme de la case de l'oncle Tom ou de l'esclavagisme du bon Turgot de Sa Majesté le roi Louis XVI. Aujourd'hui, vous croyez que les gens qui partent à 8h du matin, qui reviennent à 17h, qui gagnent le SMIC et qui n'ont pas d'argent pour se taper un restaurant, qui sont à regarder, à manger des pâtes toute la semaine, ce ne sont pas des esclaves, mais ce sont pires que des esclaves. Alors qu'à l'époque, les esclaves, entre guillemets, étaient choyés par leurs propriétaires, si je peux dire. Ils étaient soignés, ils avaient un logement, on avait l'éducation, tout était payé, on considérait le patron comme un bienfaiteur, le patron venait le dimanche, il les recevait souvent chez eux. Enfin, aujourd'hui, excusez-moi, mais M. Bernard Arnault, M. François Pinault, toutes ces fortunes indécentes, car j'appelle ça de l'indécence, M. Bezos, M. Mark Zuckerberg, qui a l'outrecuidance de manger des burgers en jean affalés comme un SDF, alors que ce type-là pourrait se payer... Mais que tous ces gens-là donnent leur fortune à des associations, je trouve ça d'une indécence sans nom. Ces gens-là mériteraient de monter à l'échafaud, oui, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, moi qui suis quand même, qui a été gâté par la vie, car je ne suis pas trop con, mais ma mère était dans la mode, mon père était dans le journalisme, et je me suis fait tout seul. Mais je me suis fait parce que je suis moi-même, je n'ai pas hérité de ma grand-mère, de mon grand-père ou de qui que ce soit, ou d'un appartement ou d'un tableau. Je me suis fait tout seul. Et quand je vois ça, mais moi je comprendrais largement des masses ou des populations qui verraient de très mauvais œil ces conglomérats de fortune indécentes. Et ces gens qui vous permettent, qui vous donnent des leçons de morale à toutes les 5 minutes, qui vous font des promesses de dons, il n'y a qu'à regarder pour Notre-Dame. En 24 heures, il y a eu plus de 800 millions d'euros de dons donnés. 2 ans plus tard, même pas un quart ou un tiers a été perçu. Oui. Quelle bande de connards. Mais pour revenir à l'art, Emmanuel Kant fait la distinction entre le beau, l'agréable et le sublime.
Ouais. Vous, quand vous voyez une œuvre d'art, à quel moment pouvez-vous dire qu'elle est belle, qu'elle est agréable à voir et qu'elle vous transperce, qu'elle est sublime, quoi? Bah, je pense que le sublime, c'est un conglomérat d'art, c'est-à-dire c'est une suite d'objets d'art. Vous voyez, ce salon, par exemple, pour moi, est sublime. Le trône est beau. Oui. Et une assiette est belle. Vous voyez, ou alors, il y a un échelonnement de superlatifs qui peut arriver. Oui, et alors l'agréable, quelque chose d'agréable. Quelque chose d'agréable, c'est par exemple, je sais pas moi, c'est une chaise, c'est un tableau. Et quelque Un, chose, oui. un moment de... Le sublime, le sublime ou l'exceptionnel, c'est que c'est un amalgame de plusieurs objets ou de plusieurs choses. D'accord. Emmanuel Kant dit que le sublime, c'est vraiment tout ce qui nous transperce, mais dans la plus belle harmonie, à la fois qui nous dévoile, qui C'est ce nous que j'allais vous dire. Moi, je pense dépasse. que quand je rentre dans certains endroits, comme ce salon par exemple, je trouve que c'est sublime. Oui. Parce que vous avez une succession d'œuvres d'art de belle qualité, exceptionnelles, qui se rencontrent. Et alors, devant ce salon sublime, je serais Victor Hugo, mais je ne le suis pas, mais Victor Hugo dirait que le... Vous avez moins de cheveux blancs que lui. Ça, c'est vrai. Comme j'en ai plus, c'est genre... Et en fait, Victor Hugo dit que le but de l'art est presque divin. Il ressuscite l'histoire et il crée la poésie. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. J'adore Victor Hugo, c'est un personnage. L'homme est assez terrible parce que c'est un anti-Napoléon III, en même temps un grand napoléonien, bonapartiste. Bon, un vieillard libidineux sur la fin, un séducteur aussi, mais quel talent, quelle plume. C'est un peu comme Céline. Moi, je suis un grand fervent, un grand admirateur de Louis-Ferdinand Céline. L'écrivain est exceptionnel, l'homme est abject, enfin abject à partir d'une certaine époque. Mais l'écriture peut rendre des gens, voilà. Vous savez, c'est comme certaines personnalités qu'on a eu rencontrer. C'est Charles Trenet qui me disait ça toujours. Il me disait, tu sais, étant enfant, je rêvais de rencontrer un tel qui était ma star, ma passion. Des fois, il y a des gens, il faut mieux ne pas les rencontrer parce qu'on est déçu. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, j'ai toujours été un grand fan d'Alain Delon. Et j'ai rencontré cet homme une fois. Il a été absolument odieux. Ce type est absolument abject, mais quand il est derrière une caméra, et qu'il joue un rôle, il est prodigieux. Mais l'homme en lui-même est absolument odieux et méprisant. Mais que je pense qu'il ne respecte personne, il n'apprécie personne à part lui-même. Et il n'a même pas le courage de dire sa vraie personnalité. C'est ça qui est assez abject chez lui, et il est méprisant envers les autres. Après, chacun fait ce qu'il veut avec... moi, c'est ce que j'ai rencontré avec Alain Delon, mais beaucoup de gens m'ont dit aussi d'autres choses sur plein de gens. Mais je pense qu'il pour aimer les choses, comme pour aimer... Alors qu'avec un objet d'art, vous ne serez jamais déçu. Oui. L'objet d'art, vous voyez le tableau, peut-être que Napoléon n'était pas si sympathique que ça, après tout. Peut-être que le pape Pie VII était un personnage absolument odieux, peut-être que Pie VII faisait des paix tout le temps, peut-être que un certain nombre de personnes avaient une haleine absolument détestable. Vous savez, des gens qui ont des mauvaises haleines, c'est catastrophique. Mais en tableau, en objet d'art, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Donc je préfère maintenant essayer quand j'ai vraiment des stars ou des gens, je ne préfère même plus les rencontrer parce que j'ai peur d'être déçu comme je l'ai été avec M. Abbé. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, un objet d'art ne m'a jamais déçu. Et en quel sens peut-on dire avec Victor Hugo qu'il est presque divin? Quelle est cette tendance métaphysique qu'a l'art? Je pense qu'il a raison. Je pense que Victor Hugo a totalement percé l'histoire de l'art. L'art, justement, il est presque sublime parce qu'il n'est pas... on ne peut pas s'engueuler avec un objet d'art. On ne peut pas avoir des contradictions avec un objet d'art. On est obligatoirement dans l'acceptation, dans la définition de la qualité, de la réalisation, et que quand un objet d'art, excusez-moi, il y a qu'à voir, je sais pas, la chapelle Sixtine par exemple, ou la Joconde, ou
le Parthénon, l'Acropole, enfin tout ça. Qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Attendez, je vois une petite chose qui virevolte. C'est mon côté. Je n'arrête pas de regarder tout ça. Enfin voilà, en tout cas, voilà, pour moi, l'art, c'est primordial. Vous croyez en Dieu? Parce que c'est une métaphore. Oui, bien sûr, je crois en Dieu. Dieu est présent. Après, et l'art vous rapproche de Dieu? Oui, je pense, grandement. Et je pense que d'ailleurs la religion s'en est beaucoup servi. La religion l'art a permis à la religion de s'asseoir. Allez aujourd'hui à Saint-Pierre de Rome. Vous êtes obligatoirement. C'est tellement grandiose, c'est tellement. Moi-même qui suis quelqu'un qui aime l'Empire, qui aime l'empereur, quand j'arrive à Rome, quand j'arrive dans certains bâtiments, mais c'est partout pareil. Là, on parle de la religion catholique, mais que ce soit la religion musulmane, à la Mecque. Bon, je n'ai jamais eu la chance d'aller à la Mecque, peut-être qu'un jour ça viendra. Il faudrait que je sois musulman, mais il y a des endroits Angkor, etc., le temple d'Angkor. La religion a toujours compris que pour impressionner les hommes, pour les soumettre, quasiment, il fallait les impressionner. Et la meilleure solution, la solution la plus pragmatique et la plus simple, c'était l'art. Oui. Donc l'art, obligatoirement, est une élévation à la religion. Une élévation de l'âme. Oui, c'est ça. Alors malheureusement, l'interview va bientôt s'achever. J'aurais voulu simplement 2 questions. La première, quel regard avez-vous sur la culture? Vous êtes un homme cultivé, vous êtes un homme de la culture. Quel regard avez-vous sur la culture actuelle? Je suis très dubitatif. Déjà, je vais vous dire une chose, on a choisi depuis des lustres, en France en tout cas, des ministres de la culture qui sont totalement incapables, des gens qui étaient plus en fonction de poste et de nomination que des gens vraiment passionnés. J'ai eu beaucoup d'amis ministres de la culture, ils n'ont pas fait grand-chose. L'actuelle ministre de la Culture que j'apprécie, Roselyne Bachelot, que j'aime beaucoup, est un peu prisonnière. Il y a quelques mois, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, démissionne ?» Elle m'a dit justement « Je ne démissionne pas parce que c'est le Titanic. » Bon, bah oui, justement, quand on sait le Titanic, on essaie de quitter le bateau. Quand je vois ce qui s'est passé depuis 18 mois, c'est quand même une catastrophe. On a un peu oublié tous les intermittents du spectacle. Moi-même, qui avait une pièce de théâtre qui s'est réduite, on avait 70 dates qui s'est réduit à 8 ou 10 dates. Donc, comment voulez-vous que le producteur puisse assumer financièrement? On n'a même plus été payé depuis le mois de février en intermittent du spectacle. Alors, excusez-moi, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Non, mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui est totalement bidon. C'est comme les aides gouvernementales. M. Macron et son cher monsieur le maire, grand ministre des Finances, par devers Dieu, nous a dit qu'il nous allait donner des aides. En tout cas, moi, au Palais Vivienne, on n'a pas reçu 1 euro d'aide, à part les 1500 euros il y a 12 mois, 14 mois, il y a un chômage partiel, c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Alors qu'on a déversé des centaines de millions d'euros, des centaines, voire des milliards sur des grandes entreprises qui n'en avaient absolument pas besoin. Ce qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu des excès, que des gens qui ont reçu des aides se sont payés des voitures de luxe, des appartements, et moi, qui suis un gardien du patrimoine, soi-disant un grand ami du pouvoir, ben, j'ai pas reçu 1 euro, et au contraire, on m'a même mis des bâtons dans les roues au niveau de la fiscalité. Donc tout ça est un peu quand même assez minable, assez grave, et que je pense qu'aujourd'hui, la culture est nulle, elle est néante. À part la culture du radis et du navet, et encore sous cloche, non, la culture est morte. Regardez les derniers Césars, ça a été une catastrophe. Non, la culture est morte, il n'y a plus de culture. Il faut la ressusciter. Oui. Enfin, la ressusciter, si la ressusciter avec les gens qui actuellement, on est mal barré, quoi. Vous savez, à part Stéphane Bern, Franck Ferrand et votre serviteur, on n'est pas très nombreux dans l'histoire et la culture. Stéphane Bern, il y a quelques mois, a fait des interviews comme quoi il avait des gros problèmes personnels au niveau de ce qu'il avait racheté, qu'il s'était endetté. Mon ami Franck Ferrand,
il s'est malheureusement, il s'est retranché sur une chaîne de télévision un petit peu à droite, et il a bien raison. Quant à votre serviteur, il a dû vendre un certain nombre, il a fait des ventes pour financer le Palais Vivienne, alors que j'aurais dû avoir des aides. Vendre le patrimoine de la France à l'étranger, ça ne touche personne. Après, les gens disent « Ah, c'est bien dommage ». C'est pour ça que je vous dis que des gens qui ont fait des fortunes colossales, qui sont plus riches que riches, comme les Arnaud, les Pinault, les Mullier, etc., aucun de ces gens-là ne viennent en aide à des gens comme moi. Je ne demande pas l'aumône, mais je défends le patrimoine, l'histoire de France et notre culture. Qu'est-ce que c'est par rapport à leur fondation que d'aider? Et je vous dis, aider, c'est des gouttes d'eau pour eux. Et je trouve ça assez pitoyable. L'art contemporain, c'est une chose, mais l'art contemporain, c'est de la merde. C'est des artistes bidons, c'est de l'enculage de mouches, c'est tous des escrocs. Citez-moi un grand artiste d'art contemporain aujourd'hui. Il n'y en a pas. Ce sont tous des hommes d'affaires qui vivent comme des nababs, qui prennent des jets privés, qui se tapent des putes à longueur de journée, qui sont sous coke, etc. Non, mais il faut pas le dire les choses. Excusez-moi, mais monsieur Jeff Koons, j'adore Jeff Koons, mais Jeff Koons, c'est pas de l'art, c'est pas de l'art. Le mec, quand est-ce qu'il a construit de ses mains un objet d'art? Il a une centaine d'employés, tout est fait virtuellement, il y a un label, d'ailleurs la société a été rachetée a priori par François Pinault, franchement, ça s'appelle de l'art. Il y en a un autre qui fait Orlinski, il est charmant, délicieux, qui fait la délicieux, mais enfin, c'est pareil, tout ça est fait en 3D, et ça fait des années qu'il n'a pas touché un objet, ils font du fric, c'est pas des artistes, c'est du marketing. Alors moi, qu'on me le dise, faites du marketing, du merchandising, c'est du merchandising. Voilà, quand j'ai visité Versailles il y a quelques années, avec mes amis, la famille Longchamp qui avait loué le château de Versailles, il y avait du Jeff Koons justement, et puis il y en avait l'autre, vous savez, le chinois, là, le japonais, là, qui fait des mangas, dans la chambre du roi Louis XIV, mais quelle honte! C'est du marketing, du merchandising, c'est comme si on mettait les schtroumpfs, quoi. À ce moment-là, demander à Maurice, demander à Peyo, demander à Uderzo, à Goscinny, et ça aussi c'est de l'art aussi, on a qu'à mettre des astérix de 10 mètres de haut, et non, il y a eu un amalgame aujourd'hui, et le problème c'est que la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. C'est ça aujourd'hui la culture, donc pour moi, excusez-moi Madame le ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, la culture est morte. Et elle est morte à cause de qui? À cause de gens comme vous qui n'avez aucune culture. Vous vous faites donner des fiches, soi-disant, car vous êtes des grands littéraires, et vous n'avez jamais lu un seul bouquin. C'est même pas si vous avez lu Astérix. Parce qu'il y a trop de... Mais les mecs n'ont pas le... La moitié des mecs au gouvernement, enfin, là, je ne parle pas de l'actuel parce que je ne les connais pas suffisamment, mais enfin, quand on sait que la moitié des anciens chefs d'État étaient sous coke, et non, mais enfin, pour tenir le coup, comment voulez-vous que ces gens sachent lire? Et une toute dernière question. Ça, il faut dire les choses, il y a un moment, ça va. Une toute dernière question à tous les jeunes et les Je soutiens d'ailleurs mon ami BHL, j'aime beaucoup Bernard-Henri Lévy, qui est pour moi le dernier grand philosophe français et le dernier grand homme de culture. J'adore Bernard-Henri Lévy, c'est mon ami. Alors, à tous les jeunes et les étudiants qui viennent de vivre une année extrêmement difficile, qui reprennent les études, écoutez, quel je vais pas message pouvez-vous leur adresser aujourd'hui? Eh bien, je vais leur dire une chose à ces chers étudiants, etc. Vous avez appris ce que c'était de serrer un peu la ceinture. Mais à la différence de chefs d'entreprise, vous n'avez pas perdu grand-chose. Alors que des chefs d'entreprise, des gens qui se sont lancés, qui ont pris des emprunts, aujourd'hui se sont suicidés, se sont ruinés et sont comment dirais-je, sont dans la merde. Chers étudiants, vous avez eu le temps d'étudier, car vous savez, pour étudier, il ne suffit pas d'avoir des cours, il faut savoir de lire des livres. Et quand on a des bons livres, eh bien, on peut très bien étudier par soi-même. Ça s'appelle les cours par correspondance, et ça s'apprend. Alors, chers amis étudiants, vous savez maintenant ce que c'est qu'un peu la mouise. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez eu des parents généreux, parce que ça a dû être une période un petit peu compliquée, physiquement, personnellement, intellectuellement. Mais je pense que ces étudiants, eh bien, c'est aussi une force pour eux, une chance pour eux, car ils vont connaître ce que c'est que la vie un peu difficile, alors que depuis 40 ans, 40, 50 ans, depuis mai 68, la vie d'étudiant était une vie quand même de oisif et de paresseux. Quand je vois un certain nombre d'étudiants qui ont eu des bacs plus 4, bacs plus 5, bacs plus 6, et qui en sont réduits à ne pas faire grand-chose, voilà. Moi, vous savez, je suis pas un étudiant. Moi, je suis encore un étudiant. J'ai 51 ans, je suis encore un étudiant. Je suis un éternel
demandeur et un chercheur. Donc, je pense que c'est une chance pour eux. Ça n'a pas été facile forcément parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Mais intelligemment, les bons réussiront et puis les autres, de toute façon, quoi qu'il arrive, n'auront pas réussi. Donc, c'est pas très grave. Pierre-Jean Chalençon, merci de m'avoir reçu dans votre magnifique palais Vivienne. Merci pour votre amour pour l'art que vous nous transmettez, votre amour pour l'histoire. Vous voyez, en même temps, je suis ravi parce que je m'aperçois que je suis proche d'un certain nombre de grands philosophes ou de grands esprits. Nous pensons exactement pareil. Et même si j'ai une sorte de répartie un petit peu cash, ce qui fait aussi ce qui fait votre... ma force et ma personnalité, nous pensons pareil. Et frère Victor Hugo, frère Camus... je voudrais terminer par Léonard de Vinci qui affirme « Il n'y a en art ni passé ni futur, l'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. » Alors Pierre-Jean Chalençon, merci de nous avoir permis de mettre l'art dans le présent, de le réactualiser et de vivre dans une œuvre d'art que vous êtes. Et vous savez que Napoléon adorait Léonard de Vinci puisqu'il avait la Joconde dans sa chambre. Donc j'adore Léonard de Vinci parce que vous savez que mon grand ami Gonzague Saint-Brie possédait avec ses frères et sœurs la maison de Léonard de Vinci à côté de Blois. Et donc ça me touche beaucoup. En tout cas, merci de votre interview et de votre intérêt. Merci à vous.